Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est une émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur un nouveau plateau qui dit, nouveau plateau dit nouvelle année, donc bonne année 2024 à tous nos téléspectateurs. Merci d'être fidèles et merci de nous regarder. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une nouvelle thématique. Nous abordons l'impact des nouvelles technologies. Et pour pouvoir aller en profondeur dans cette thématique-là, j'ai un invité spécial. Comme vous voyez le plateau, vraiment le plateau est beau comme lui-même. Et il s'agit de monsieur Mohamed Diop. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Science Tech et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, merci. Comme je le disais, c'était un plateau spécial pour un invité spécial parce que vous êtes un expert. J'ai eu à regarder son dossier et franchement, c'est un monsieur qui s'y connaît beaucoup dans tout ce qui est science. Alors, il est ingénieur en informatique et télécommunications et PDG de l'entreprise NextKewel, si je le prononce bien. Alors, on va rentrer en plein dans le sujet directement et je vais me tourner vers monsieur Mohamed Diop et demander, au vu de votre expérience et de tout ce que vous connaissez par rapport à la technologie, comment nous pouvons définir les nouvelles technologies aujourd'hui? Merci. Et tout d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne et heureuse année à tout le personnel de Téléécole. Merci beaucoup. Et à tous les auditeurs et téléspectateurs, parce que n'oublions pas que Téléécole, c'est quand même la radio et la télé. Donc n'oublions pas les auditeurs de la radio. Et c'est quand même une cible de plus de 3 500 000 personnes au Sénégal, rien qu'au Sénégal. Quand vous regardez la communauté internationale, on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc je pense que je vais souhaiter la bienvenue à toute cette jeunesse, qu'elle soit sénégalaise, gabonaise, ivoirienne. Et nous vous souhaitons que 2024 soit une année de rupture et de développement, de challenge pour toute la jeunesse africaine. Merci, monsieur. Les technologies, je peux dire que c'est toute ma vie. Donc je suis un passionné de technologie. Je suis ingénieur télécom. Avant de l'être, c'est quand même la faculté des sciences, donc option physique-chimie, physique appliquée, puis après les télécoms, donc ça a été une continuité. Et après, on s'est intéressé à tout ce qui était réseau, informatique, jusqu'à aboutir à un MBA de finance, donc pour essayer un peu d'avoir une meilleure visibilité sur comment articuler les projets, comment les monter, comment faire des business plans. Donc, nous avons eu un parcours assez tortueux, mais l'essentiel c'était que au début, à la fin, il y avait toujours quelque chose qui était constant, c'est la passion. Effectivement. Et cette passion-là, je la souhaite à toute la jeunesse. Quand vous choisissez une option, choisissez la passion. Ne cherchez pas l'argent, ne cherchez pas la facilité. Cherchez la passion. Parce que quand la passion est là, on apprend sans compter, on peut se dépasser, se surpasser très facilement. Effectivement. Et quand vous êtes dans un continent qui a plein de challenges, mais plein de challenges et en même temps plein d'opportunités, ben, l'idéal c'est que chacun puisse exceller dans son domaine. Voilà. L'excellence ne peut pas se présenter sans la passion. D'accord. Donc ça c'est le message que je voulais donner. Merci monsieur Diop, vraiment. Quand vous parlez, on réalise vraiment que vous avez beaucoup d'expérience et que c'est quelque chose que vous faites par passion. C'est pas forcément parce que vous voulez de l'argent ou quoi, mais vous avez commencé vraiment par passion et vous aimez ce que vous faites. Tout à fait. Et par cela, je reviens encore sur la question de comment vous définiriez les nouvelles technologies aujourd'hui? En fait, c'est un terme qui aujourd'hui, quand on est dans un environnement francophone, on a l'habitude de parler de nouvelles technologies. Quand on est dans un environnement anglo-saxon, on n'utilise pas le même terme. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a un problème de culture. Ce qu'on appelait nouvelle il y a 50 ans, ce n'est plus du tout nouveau. Donc, quand vous regardez l'histoire des technologies en elles-mêmes, depuis que le téléphone a été inventé, le télégraphe, il faut voir qu'il y a une accélération à partir des années 50 avec la création de l'ordinateur, ENIAC et tout le reste. Donc, c'est vraiment
il faut voir qu'il y a eu des ruptures dans l'évolution des nouvelles technologies avec l'apparition du transistor, puis la création de l'ordinateur, puis le démarrage de l'Internet. Les premiers protocoles Internet ont été rédigés en 73. D'accord. Donc vous imaginez, 73 et maintenant, ça fait quoi? Ça fait 50 ans? 40 et quelques? 50. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. 2020. Ça fait 50 ans. 50 ans. Ben, 50 ans, c'est, pour vous dire, celui qui avait écrit le premier avec son équipe, le protocole qui gère l'Internet aujourd'hui, il est toujours très actif. Il s'appelle Vinton Cerf. Il n'était pas seul, il était avec une équipe. Et c'est eux qui ont rédigé les premiers protocoles. Ils ne savaient même pas, en fait, que ça allait avoir un tel impact. Donc, les technologies, c'est un domaine où quand on crée quelque chose, on ne sait pas trop qui va l'utiliser, ni quel impact, ni quelle ampleur ça allait avoir. D'accord. Et on a attendu jusqu'en 92, 93 pour voir, en fait, le web aussi se développer. Donc, ainsi de suite. Donc, l'Internet a eu des étapes importantes. Le DNS en 83, le web en 92, 93, et après ça a commencé à monter. Et puis le fait qu'on soit parti d'un environnement militaire, ça s'est ouvert à l'environnement commercial. Et les premiers pays qui ont commencé à avoir Internet, dans l'Afrique de l'Ouest par exemple, ça a été à partir des années 94, 95, où on a commencé à voir les connectivités se faire un peu partout, avec des fois l'appui d'une initiative qu'on appelait l'Alien Initiative, qui était une initiative américaine qui poussait un peu au développement de l'Internet. Nous avons eu d'autres initiatives, d'autres pays qui ont aidé. Ben, certains opérateurs ont commencé à en prendre conscience que c'était important. Parce qu'à l'époque, la principale source de revenus des opérateurs, c'était le téléphone et le fax. Et après, l'Internet est venu changer complètement la donne. Aujourd'hui, la principale source de revenus des opérateurs, c'est la data. Ce sont les données. Donc, pour moi, parler de nouvelles technologies, c'est parler de tout ce qui est sciences, techniques et technologies et process. Qui passe par l'automatisation, qui passe par le stockage dans des espaces soit physiques ou virtuels. Et donc, tout ceci a impacté tous nos modes de vie, nos modes de consommer, nos modes de travailler. Donc, il y a eu des opportunités d'emplois qui se sont créés, qui n'existaient pas avant. Il y a eu des emplois qui ont été éliminés. Maintenant, quand les gens pensent à la crainte et à la menace, moi je le dis souvent, regardez les opportunités. Combien d'emplois nouveaux ont été créés grâce aux nouvelles technologies. Donc, je pense que c'est un terme qui est très large, très galvaudé, mais qui explique que l'anglo-saxon appelle IT, par exemple. Mais c'est toutes les technologies qui tendent à automatiser, à intégrer l'ordinateur et le processeur dans la chaîne de traitement, de stockage et de restitution des informations. Ça impacte l'audiovisuel, ça impacte tous les secteurs d'activité, le transport, et ainsi de suite. Belle définition par rapport à la thématique. Et je vais m'intéresser maintenant à votre entreprise. À l'avance, on sait que vous êtes le PDG d'une entreprise qui s'appelle Next Creole. Comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise-là et quelles sont les missions qui sont appropriées à elle? Ok. Next a été créé depuis 2000, donc ça fait quand même 22 ans que cette structure existe. Elle a été créée au moment où aussi bien les États, c'est-à-dire les gouvernements, que les entreprises, telles que les opérateurs, n'avaient pas encore l'expertise dans les télécommunications, dans les architectures et autres. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un besoin. Et nous avons accompagné ce qu'on appelle les premières initiatives e-gov. C'est la mise en place des architectures pour les gouvernements de manière électronique. Celui du Sénégal, on a aidé à la définition de l'architecture fibre optique qui interconnectait tous les bâtiments ministériels. Ça s'est traduit par une boucle optique très haut débit à l'époque, dans les années 2000. Et les gens se disaient, mais à quoi ça sert de mettre une architecture fibre optique pour les gouvernements? Ils servent à quoi? D'autant plus qu'ils ne sont même pas informatisés, ils ne sont pas automatisés. Qu'est-ce qu'ils feront avec la fibre optique? Ben, ceux qui se posaient la question aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris que quand on met en place des architectures, c'est comme quand vous construisez une autoroute. Peu de personnes se posent la question, mais qui va passer sur cette autoroute? Est-ce que ça se justifie? Mais dès l'instant où on met en place et qu'on se rend compte que les voitures défilent et que le trafic explose, ben c'est là on se rend compte que, en fait, ce qu'on regrette, c'est d'avoir décidé un peu tard de l'avoir fait. Donc c'est pareil. Dans le domaine des technologies, nous, notre job, c'était de conscientiser les entreprises dans la mise en place des architectures au débit, de les aider à automatiser tout ça, à mettre en place les réseaux,
Donc, c'était vraiment un moment où l'infrastructure n'était pas encore là. Et notre job, c'était d'accompagner dans la prise de décision pour l'investissement dans le domaine des infrastructures. On est parti jusqu'en 2006, où on a créé donc Xéwal.com, dont l'objectif était pas les infrastructures, mais les contenus. Donc, dans le domaine de IT, il y a deux parties. Il y a ceux qui mettent en place les infrastructures et il y a ceux qui sont en charge de mettre du contenu dans les infrastructures pour qu'on puisse les utiliser. Donc, c'est comme si vous achetez une très belle cuisine, toutes les marmites sont là, mais il n'y a rien à cuisiner en fait. Donc, ça pose problème. Et Xéwal.com a été créé pour rendre disponible tout ce qui était nom de domaine, tout ce qui était hébergement, donc création des emails professionnels pour les entreprises. Donc, on peut toujours dire que notre job, ça a été toujours d'accompagner aussi bien les gouvernements que les entreprises à comprendre les enjeux des nouvelles technologies, à pouvoir apprécier c'est quoi un investissement rentable dans ce domaine, à se projeter dans le futur et à toujours anticiper. Donc, notre capacité, c'est l'anticipation. C'est le fait de se dire, on ne rêve pas et que l'Afrique, en fait, mérite plus que ça. L'Afrique mérite le meilleur de ce que les nouvelles technologies ont et apportent à nos populations. Ça, c'est un beau message. Et vraiment, je souhaite à votre entreprise d'encore prospérer, encore pour cette nouvelle année. Merci. Alors, les amis, comme vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, nous avons un public. Ah oui, c'est nouveau pour Science Tech, mais pour l'édition d'aujourd'hui, qui est une édition spéciale, nous avons un public et ils vont s'exprimer. Alors, je vais commencer par la première personne qui va avoir le temps de poser sa question à notre invité, Monsieur Mohamed Diop. Je pense que tu peux y aller. Merci encore de me donner la parole. Vous avez dit beaucoup de choses et j'aimerais juste savoir une chose, que vous nous disiez un peu. Quel est l'impact de ces nouvelles technologies-là sur la société africaine aujourd'hui? Nous pouvons analyser les nouvelles technologies sous l'angle de qu'est-ce que ces technologies ont apporté à l'humain, au bien-être, à l'individu. Parce que n'oublions pas que nous sommes sur cette planète avec deux composantes, la Terre et son écosystème, et les habitants de cette Terre, que nous appelons la population humaine, avec ses répartitions, ses problématiques et ses enjeux. Et pour chacun de ces deux démembrements, nous avons une problématique. Qu'est-ce que les nouvelles technologies ont apporté à l'humain en termes de développement de la santé, en termes de développement de l'éducation, en termes de développement même de l'environnement, de pouvoir anticiper ce qui se passe dans le domaine sismique par exemple. Comment anticiper qu'il y a des tremblements de terre pour que les populations puissent prendre les devants et autres. Donc je pense qu'il faut voir les technologies comme étant une évolution de la connaissance humaine au sens large. Et chaque peuple, chaque pays a le devoir de définir ce qu'on appelle une stratégie pays, de comment nous allons nous approprier toutes ces technologies et les intégrer dans nos plans de développement. Maintenant, c'est là où l'enjeu est de taille parce que on va parler de l'éducation, on va dire, est-ce que les nouvelles technologies sont bien ancrées dans nos systèmes? La réponse peut être mitigée. Certains diront, regarde le verre à moitié plein, d'autres diront, le verre à moitié vide. Mais quand on regarde en termes de population, vous prenez le Sénégal, je vous donne un exemple très simple. 39% de la population sénégalaise, 39%, donc c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, hein. À moins de 15 ans. 39% de la population à moins de 15 ans. Vous prenez les moins de 34 ans, c'est 74,9% de la population sénégalaise. Ça veut dire quoi? 74%, ça veut dire les trois quarts de la population ont moins de 34 ans. Cette population-là, qu'est-ce qu'on leur a offert comme offre éducative et quel est le poids des nouvelles technologies dans leur quotidien? Vous allez me dire, ils sont quasiment des TikTokers en grande partie, des YouTubers, des WhatsAppers, ce que vous voulez. Des gens des réseaux. Ok. Mais quand vous leur demandez, en termes de création de valeur, de création de richesse, parce que n'oublions pas que le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres de la planète. C'est pareil pour beaucoup de pays africains. Ça veut dire quoi? Nous avons le challenge du développement, de la production, de la création de valeur, de l'optimisation de notre temps. Si on nous donne les nouvelles technologies comme étant quelque chose qui doit nous absorber,
19 heures sur les 24 heures de la journée, et qu'on se pose la question tous unanimement, quel est l'impact en termes de valeur ajoutée de ce que nous faisons avec TikTok sur les 4 heures que nous avons en face pour regarder des séquences avec les mêmes rires, les mêmes, qu'on a même africanisé pour nous montrer qu'on a vraiment du temps disponible. Parce que, en fait, c'est ça le challenge réel des nouvelles technologies. C'est-à-dire comment elles peuvent impacter votre développement, votre impact, et ne pas trop vous traîner dans ce que la cocaïne ou les drogues font à l'humanité. Pourquoi on se bat contre les drogues? C'est parce que les drogues mettent l'individu dans un état de dépendance, mais qui n'a aucune valeur ajoutée, en fait, qui est même suicidaire, et que si la personne n'a pas sa dose, elle est prête à aller attaquer, tuer, pour avoir sa dose. Aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est que les nouvelles technologies soient utilisées dans une perspective non orientée, où il n'y a aucune stratégie, aucune optique, en fait, aucune offre alternative sérieuse, sinon de laisser les gens à eux-mêmes face à des technologies où on pense que 90% de ce qu'on nous offre, c'est pour le ludique, c'est pour s'amuser. Alors qu'un continent qui est en retard, un continent qui a des enjeux de développement, un continent qui a des enjeux sanitaires, nous devons équiper nos villages avec des cases de santé, des centres de santé. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune femme qui donne naissance en étant dans une menace, parce qu'il y aura une structure appropriée. Il ne faudrait pas non plus que nos enfants n'aient pas l'opportunité de s'éduquer, d'être éduqués, mais pas éduqués n'importe comment. Pas d'aller parceriser des choses où ils ne comprennent absolument que dalle et qui leur apportent absolument rien. L'éducation, c'est un processus intégré où la langue joue un rôle fondamental. Et dans ce corpus-là, les nouvelles technologies constituent un ensemble d'outils que certains pays ont réussi à bien intégrer dans leur environnement. Je ne sais pas si vous voyez les pays nordiques, ils ne parlent pas forcément que l'anglais. Vous allez en Finlande, ils parlent le finnois et ils parlent l'anglais. C'est une langue de travail. Mais quand ils vont apprendre ou enseigner les valeurs finlandaises à leurs progénitures, mais ils le font dans la langue, parce qu'une langue véhicule une culture. Et tout un corpus de valeurs, d'intégrité, de sagesse, de tradition. Tout ça, ça va avec la culture. Donc, les nouvelles technologies, oui. Mais sous quel angle vous avez envie qu'on en parle? Est-ce que le fait d'avoir un ordinateur suffit à dire que ça a impacté ma vie? Est-ce que le fait d'avoir un compte TikTok, un compte Insta, en fait, tout ça, ça fait de moi quelqu'un de connecté et que les nouvelles technologies ont apporté quelque chose de substantiel par rapport à mes ambitions, par rapport à là où je veux aller, par rapport à là où j'ai envie de voir mon pays se dresser là-bas. Quel est le PIB par habitant? On fait moins de 2000. Prenez presque la quasi-totalité des pays africains. Ça dit quoi? On est des pays pauvres. Quand tu es pauvre, tu dois bosser. Et tu dois bosser plus que le riche pour mériter de sortir de ta situation de pauvreté. Donc quand on me distrait trop, j'ai tendance à me dire, mais écoutez, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps de me concentrer. Et ça, c'est important. La concentration, on éduque l'enfant dans ce processus. Le fait d'avoir des focus, on encadre les gens sans en avoir. Le fait de faire en sorte que la communauté soit consciente que les enjeux sont ici, là et là, et qu'on ne se laisse pas divertir, ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Donc, on n'a pas besoin d'être vieux pour parler de la responsabilité. La responsabilité, c'est une notion qui est transversale à toutes les générations qui vivent sur cette planète. Que l'on soit jeune, adulte, vieux, vieillard, on a le sens de la responsabilité, le sens du devoir. Qu'est-ce qui nous incombe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pensez que nos parents sont les seuls à avoir le sens de la responsabilité pour dire qu'il nous faut gérer la famille, donner à manger, assurer un toit? Ça, c'est des besoins primaires. Mais je pense que nous, quand on parle de la jeunesse, nous voulons aussi que cette jeunesse soit consciente que l'impact des nouvelles technologies est une des opportunités, mais qui ne s'offre qu'à des peuples conscients de comment les utiliser. Et c'est ça l'enjeu. Donc, vous allez voir le budget qui a été mis dans l'éducation, dans beaucoup de choses. Il se pose la question de savoir de l'efficacité des investissements. Vous savez, des fois, on dit il est bon d'investir, mais beaucoup vous challengent sur l'efficacité de l'investissement. C'est-à-dire, si vous mettez 100 millions pour aménager une surface de 2 hectares, 100 millions, vous cultivez, vous n'arrivez pas à avoir 10 millions. On va dire quoi? On va dire vous avez investi, c'est vrai. Mais est-ce que l'investissement de 100 millions pour récolter 2 millions, ça se justifie?
Non, il y a un problème d'efficacité. Donc, la rentabilité, elle s'évalue. Les projets d'évaluation, là, des investissements, ça incombe à tout le monde. Et le débat auquel je vous invite aujourd'hui, c'est de dire quelle est la responsabilité de la jeunesse quant à l'évaluation de l'impact des nouvelles technologies sur nos sociétés. C'est une belle question, c'est une très très belle question à se poser. Et vraiment merci pour toutes ces connaissances que vous nous donnez aujourd'hui. Je pense qu'on va aussi s'intéresser à la deuxième question de notre deuxième invité, notre deuxième membre du public. Vas-y, pose ta question. Vous êtes revenu de long en large sur l'impact des nouvelles technologies sur le monde. Alors moi, ma question se base plus sur l'IA. Avec l'évolution rapide de l'IA, quel impact l'IA va avoir sur le développement de l'informatique et quel impact l'IA va avoir sur le monde en fait? Maintenant, donc en fait, l'intelligence artificielle étant une évolution naturelle de la capacité de traitement de l'information et du fait que les modèles de raisonnement ont été systématisés et que la puissance de calcul qui n'est rien d'autre qu'une itération de ce deep learning allait chercher le plus d'informations possible, ça, c'est un peu quelque chose qui est là, mais qui va servir à plusieurs causes. Et on revient maintenant à l'utilisation. L'IA peut être utilisée pour faire le traitement de maladies, par exemple, sur lesquelles aujourd'hui on aura du mal, sans l'IA, à pouvoir penser qu'on peut apporter une solution. On peut aussi se dire, mais tiens, les cybersquatteurs là, ou tous ceux qui sont dans la cybercriminalité, un cybercriminel, s'il maîtrise l'IA et qu'il est capable de reproduire ou d'aller même faire en sorte que tout soit simulé à travers des ordinateurs, comme si c'était une émission que madame était en train d'animer et dont la thématique, tout ce qu'on va lui faire dire, ce sera elle, mais pas elle en fait. Le fake news, en fait, ça va très loin parce que autant l'IA sera une source d'innovation, d'inspiration, d'évolution de choses au profit de l'humain, autant l'IA va être utilisée également, comme ça se fait partout, pour des causes qui sont moins nobles et que les cybercriminels vont utiliser à outrance. Donc nous aurons une société de plus en plus exposée face à cette multiplication, à cette rapidité de la dissémination de l'information, d'où la nécessité de ce que j'appelle moi l'éducation, la formation, la responsabilité au niveau citoyen pour comprendre qu'on n'a plus le droit de dire on n'est pas au courant. Et quand on n'a pas le droit de dire on n'est pas au courant, on a l'obligation de comprendre, on a l'obligation d'apprendre. Le premier challenge aujourd'hui que je pense qui s'adresse à nous en tant que communauté, que ce soit pour la jeunesse ou les adultes, c'est l'éducation. Moi, l'éducation, je la vois comme un process qui est transversal et qui est inclusif, en fait, qui n'exclut personne. Je pense que Téléécole est un très bel exemple. On a à travers cette chaîne de plus en plus de personnes d'un autre âge qui viennent suivre Téléécole parce que c'est des thématiques qui n'épargnent personne, en fait. Oui. Vous êtes en train de parler de l'IA, de la responsabilité, de l'impact des nouvelles technologies sur notre société. Oui. Donc vous comprenez que ce ne sont pas des débats réservés aux adultes. Ce ne sont pas des débats réservés aux étudiants. Oui. Donc c'est des débats où chaque couche, chaque frange de la population doit pouvoir se retrouver et voir ce qu'il y a. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est toute une approche et c'est vraiment en train d'impacter tous les domaines, que ce soit l'automobile, que ce soit l'aéronautique, que ce soit la médecine, que ce soit même l'enseignement, en train de faciliter les choses. Mais ça n'empêche ou ça n'enlève en rien qu'un individu, quand il naît et qu'il doit apprendre à marcher et à grandir, il y a des processus que Dieu a créés en être humain, qui est le reasoning et le deep learning. C'est les deux process que nous retrouvons qui font que l'individu est l'individu. On nous apprend à raisonner et on nous apprend à mémoriser. Et c'est quand on fait ces deux choses-là ensemble qu'on arrive à sortir un discours cohérent, qu'on arrive à se parler. Donc ces process n'ont pas changé. Et puisqu'ils n'ont pas changé, il est quand même temps et important que l'État, dans son organisation, ou nos États, puissent intégrer cette dimension cyber-challenge, comme je pourrais l'appeler, pour pouvoir répondre à des problématiques qui n'étaient pas là il y a 50 ans, qui n'étaient pas là il y a 30 ans.
Je donne l'exemple de la justice. Vous savez, quand vous faites une plainte pour vol de données, vous êtes mal barré. Effectivement. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi vous êtes mal barré. Parce que le vol de données n'existe pas. Du point de vue de du code, en fait. Le vol est défini comme il faut que quelque chose soit pris de quelque part et amené ailleurs. Cette notion de substitution de quelque chose là, il faut subtiliser quelque chose d'ici et l'amener ailleurs pour qu'on considère qu'il y a un vol. On ne peut pas qualifier d'intention de vol. Mais dans le cadre des données, quand je vole vos données, les données sont toujours là. Oui. Donc quand je vais pour porter plainte pour vol, le cas ne peut pas être appliqué parce que le vol présuppose que la donnée n'est plus là, en fait. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ont été obligés de ne pas qualifier le vol, mais de qualifier l'infraction qui est, il y a une infraction, la personne est entrée de manière non autorisée sur vos données. Et c'est ça qu'on va condamner. Donc pour vous dire en fait, des fois on sait ce que c'est que voler des données. Oui. Mais puisque le vol ne se traduit pas par une disparition de cette donnée, on a volé la donnée mais elle est toujours là. On fait comment avec? Donc il fallait requalifier les faits. C'est pour dire en fait que le droit vit et évolue en fonction de nos sociétés. Nos juges ne sont pas préparés aujourd'hui à pouvoir traiter les problèmes liés à la cybercriminalité. Ils sont en train d'apprendre. Mais cet apprentissage, il n'est pas uniquement chez eux. Les policiers sont impliqués, les forces de l'ordre, les gendarmes. Ce n'est pas une histoire d'élite à comprendre ces enjeux et que la population globalement ne soit pas au courant des enjeux et responsabilités. Donc d'où une autre façon de réfléchir à l'éducation. Et que l'éducation n'est pas uniquement que formelle. Quand on voit le cas du Sénégal, où l'éducation formelle et non formelle, il faut les additionner pour pouvoir parler de la jeunesse, on se rend compte que parler d'éducation en faisant abstraction au cadre non formel pose un problème. Et donc, je pense que c'est une question qui est quand même beaucoup plus au-delà de... Voilà. C'est une question assez complexe. C'est assez complexe, mais... C'est vraiment, vraiment vaste. Quand on regarde un peu la situation africaine, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore réalisé qu'on a passé un cap au niveau de l'IA. Parce que tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite, toutes les précautions que nous devons prendre par rapport à l'évolution de l'IA, je ne pense pas que l'Afrique l'ait déjà prise. Donc on a là, mais je pense même que les gens l'utilisent, mais pas comme on devrait l'utiliser. Bon. Oui, on a eu beaucoup de cas, hein. On nous présente beaucoup de cas de triche. Hein, les gens ne réfléchissent plus, oui. Ils n'écrivent plus, il suffit de demander à ChatGPT et puis pour avancer. Tu as un texte qu'on te pond comme ça. Mais bon, je pense que on revient à la question de l'utiliser. Je pense que nous avons l'obligation de faire ce qu'on appelle des stratégies en réfléchissant à nos communautés, en nous posant des questions très simples. De quoi a-t-on réellement besoin pour que la pauvreté disparaisse en Afrique? De quoi a-t-on réellement besoin pour que l'illettrisme, en fait, disparaisse en Afrique? De quoi a-t-on besoin pour qu'on ne voit plus des enfants mourir avec un taux de mortalité qui est le seul qui soit au niveau où il est dans le monde, en Afrique? C'est-à-dire, comment on peut faire pour que la valeur de la vie humaine soit beaucoup plus valorisée que ce qu'elle est aujourd'hui? Donc je pense, en se posant ces questions, nous définirons ensemble ce qu'on appelle des stratégies de développement, qui en fait ne sont pas édictées par des bailleurs ou par d'autres organisations, mais édictées par cette jeunesse qui fait le constat. C'est une analyse endogène, c'est une analyse de sa communauté, de ses besoins. Si je vous disais que l'Afrique est le continent qui a la plus grande partie de surface arable, par exemple, où l'agriculture pourrait se développer, mais qui n'est pas utilisée. Prenez le continent entier, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un se réveille et vous dit « j'ai faim, j'ai pas de quoi manger ». Alors que Dieu lui a donné la terre, l'eau, le soleil et la pluie et le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi? Cette question, elle est à vous en fait, à vous la jeunesse. Est-ce que vous pensez que c'est admissible dans un continent où les terres sont arables, ça veut dire que les terres sont culturables. Vous pouvez cultiver, ça va fleurir. Et qu'on puisse se rendre compte en 2023 que la faim est toujours une réalité très présente dans la quasi-totalité de nos pays africains. Cette question-là, j'ai envie d'entendre une réponse de la part de la jeunesse.
Pas des personnes du troisième âge. C'est vraiment une prise de conscience. Je ne sais pas s'il y a un membre du public qui a une réponse par rapport à cela. Mais moi, je dirais beaucoup que c'est question de prise de conscience. Est-ce que réellement la jeunesse a pris conscience de ce qu'il avait en face de lui? Vas-y. Mais je crois aussi que c'est une question de dépendance. Nous, les Africains, nous sommes beaucoup dépendants. On attend beaucoup de l'extérieur. C'est comme si on oublie souvent que c'est nous qui avons tout. On oublie souvent de l'extérieur. On oublie que c'est toujours l'extérieur qui vient prendre chez nous, il transforme et on envoie. Et on utilise ça. D'accord. Donc moi je dirais que si par exemple un Africain se réveille aujourd'hui et meurt de faim, c'est parce qu'il n'est pas conscient de la richesse qu'il a chez lui. Effectivement. C'est un peu ça ma réponse. D'accord. Ça revient aussi à je prendrai un texte de la Bible qui nous parle d'un prince qui ne sait pas qu'il est prince. Ça veut dire qu'il fait tout ce que les esclaves font alors qu'il est prince, mais il ne le sait pas. Du coup, il vit comme un esclave jusqu'au jour où il découvre que, mais mince, il a vécu tant d'années à penser qu'il est esclave alors qu'il est un prince. Et j'aimerais bien vraiment parler aux jeunes Africains et de dire aux jeunes Africains comme moi, réveillons-nous, essayons de réfléchir, de chercher et d'utiliser tout ce qu'il y a autour de nous pour que l'Afrique devienne peut-être le continent que les autres continents n'ont pas vu aujourd'hui. Donc, on va prendre la dernière question de la membre du public et on va savoir ce qu'elle dira. Vas-y. Merci encore pour la parole, une nouvelle fois. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment le fait que les jeunes aujourd'hui utilisaient la nouvelle technologie, mais pas forcément de la bonne façon. Notamment à travers TikTok, les jeunes africains sont plus là-dessus, sur le divertissement et tout ce qui va avec. Alors, j'aimerais que vous nous donniez des conseils de comment les jeunes africains devraient utiliser ces nouvelles technologies-là afin de promouvoir l'évolution de l'Afrique dans ce sens. Merci. Bon, je pense que c'est une question quand même à laquelle vous allez tous essayer de répondre, parce que c'est une question qui nous interpelle tous. Mais ce que je voudrais juste rappeler, c'est que nous sommes un ensemble de communautés, même si on parle des fois de l'Afrique. L'Afrique, c'est quand même beaucoup de pays et beaucoup de communautés. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Le développement dans un ensemble comme l'Afrique nécessite le développement individuel de nos communautés. C'est-à-dire qu'il est utopique de penser qu'un pays va se développer et que ses communautés vont rester pauvres et que sa population va rester pauvre. Ça, c'est la grande problématique. Oui. Et pour que nos communautés puissent se développer et utiliser, je ne sais pas si vous voyez maintenant la problématique, je ne suis pas en train de parler juste de la jeunesse, je suis en train de parler des communautés dans lesquelles ces jeunesses se trouvent. Oui. Parce que des fois, il y a des ruptures entre ces jeunesses et les communautés qu'elles représentent, où elles vivent. Parce que, on va dire, c'est une question d'âge, c'est une question de... les jeunes sont connectés, les adultes ne le sont pas, et ainsi de suite. Mais ça va au-delà de ça. Je pense que une communauté, elle se définit par rapport à une culture, par rapport à une langue, par rapport à un héritage, par rapport à des valeurs. Maintenant, nous savons tous que l'écriture a beaucoup aidé dans la transmission de nos cultures, des legs et des héritages de nos différentes communautés. Vous allez dans certaines communautés africaines, c'est la tradition orale qu'ils ont utilisée pour perpétuer un certain nombre de choses. Mais toujours est-il que la valeur de l'écriture, tout le monde est conscient qu'elle est de loin supérieure à la tradition purement orale, quand il s'agit d'adapter, quand il s'agit d'intégrer, quand il s'agit de répliquer ou de vulgariser à grande échelle. Pourquoi j'en parle? L'UNESCO qui a fait un recensement dans le monde en montrant qu'il y avait plus de 6800 langues qui ont été recensées dans le monde. 6800. Sur les 6800, il y avait que moins de 250 qui ont été informatisées. Ça veut dire que moins de 250 langues se sont retrouvées, enregistrées dans une base de données, où quand vous écrivez un bouquin, vous le mettez dedans, vous pouvez le lire dans une langue parmi ces langues-là qui ont été informatisées. C'est-à-dire que si je dois lire un document sur la science, il y a forcément un effort de traduction qui doit être fait pour que la personne comprenne. Si je vous donne un bouquin en russe, vous n'allez pas le lire. Vous n'allez pas comprendre ce qu'il y a dedans. Et pourtant, c'est un bouquin qui a été traduit du français au russe, ou de l'anglais au russe, ou écrit en russe.
Donc, qu'est-ce qui a fait que la science s'est rapidement développée? C'est parce que nous avons eu le principe de la traduction et nous avons eu l'informatisation de nos langues, des langues qui ont été utilisées pour véhiculer ces sciences. Donc, le premier challenge de la jeunesse aujourd'hui, c'est comment vous allez faire en sorte pour que la connaissance, avec un grand C, puisse être accessible à votre communauté en utilisant votre langue. C'est sûr. Comment vous allez aider votre communauté à pouvoir restituer le corpus d'héritage qu'ils ont. Oui. Comment ils vont pouvoir traduire dans leur langue, en Hausa, en Djoula, en Baoulé, en Wolof, en Serer, en Débi, en Dibi, tous les ouvrages d'alphabétisation ou d'initiation de notre jeunesse, des enfants, dans leur langue, de comprendre, de véhiculer les histoires, les contes et les... Donc, ce travail-là, on appelle ça de la responsabilité. Personne ne le fera à votre place. Et pourtant, si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous allez à part TikTok, qui n'est que du multimédia parce qu'il n'y a rien d'écrit, vous allez dans d'autres applications, vous verrez que votre communauté n'est pas intégrée dedans. Parce qu'il y a une barrière linguistique. Et vous, en tant qu'IT, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des techniciens. Votre challenge, c'est de dire, qu'est-ce que moi, en tant qu'IT, je peux faire pour changer cette donne? Comment je peux apporter quelque chose qui va totalement chambouler la manière dont ma communauté communique, dont ma communauté est en train de vendre son expertise. Chaque communauté a quelque chose que Dieu lui a donné, que Dieu n'a donné à aucun autre peuple. C'est ça qu'on valorise en fait. Le rendez-vous donné de toi, c'est que chacun apporte ce qu'il a de plus précieux. À ce combat-là, où est-ce qu'on en est? Très bonne question. Quel est votre niveau d'implication à ce combat de rendre les nouvelles technologies accessibles à vos communautés et qui puissent bénéficier à ces communautés? Certains qui cherchent l'argent ont réussi à le faire. Vous allez dans le domaine du mobile, par exemple, tous les opérateurs de télécom ont réussi à comprendre que mettre des chiffres et bouffer l'argent de quelqu'un, quelle que soit la langue que la personne parle, on peut toujours y arriver. Donc, le portable a réussi une pénétration qu'aucun autre outil de nouvelle technologie n'a réussi à faire. Mais à part Allo Oui, dites-moi, qu'est-ce que une maman va faire avec son téléphone? Donc, voyez un peu. Donc, c'est quand même, on a une responsabilité, on a un devoir, nous devons apprendre. Beaucoup de peuples ont réussi à le faire. Ce que je déplore ici, c'est que la communauté scientifique ne s'est pas totalement mobilisée pour prendre cette question sous cet angle et penser que, pourquoi on changerait l'enseignement en français ou en anglais? Pourquoi? Mais pourquoi pas? Donc, quelque part, on est assis sur des zones de confort qui ne sont pas des zones de confort propices à un développement communautaire, au développement de l'Afrique. Donc, nos questions sur le développement, nos questions sur l'utilisation optimale des nouvelles technologies pour nos communautés, commencent par le fait que cette classe technocratique, technologique, qui doit faire son job, cette classe-là, elle a démissionné. Elle n'est pas là où on l'attend réellement. Parce que c'est trop facile d'être formé d'une manière où tu ne pourras travailler facilement que dans un environnement de type européen ou américain. À la limite, vous êtes formé, vous allez trouver un job ailleurs en France, aux États-Unis, au Canada. Oui, c'est facile. Mais est-ce ça la responsabilité? Quand on parle d'un Africain au service de sa communauté, je pense qu'on a la réponse est non. C'est une très très bonne réponse que M. Diop vient d'apporter. J'espère que tu es satisfaite de la réponse. Avec ces mots-là, je pense que chaque Africain devrait prendre conscience du fait qu'on est encore très loin. Aujourd'hui, les Américains ont fait tout en anglais, les Français ont fait en français. Mais pourquoi ne pas aussi emmener la culture, la technologie dans nos cultures, à nous propres? C'est un challenge et je pense qu'on va y arriver petit à petit. Le temps nous est imparti malheureusement, mais est-ce que vous avez un mot de fin par rapport à cette émission-là? Vraiment exprimez-vous sur le mot. Le mot de la fin, c'est que en fait, le monde n'est pas une course de vitesse. Ça, c'est important de le voir comme ça. Même la vie n'est pas une course de vitesse. Vous savez, chacun a une trajectoire, en fait. Aucun individu n'est une réplique de l'autre. En fait, nous sommes tous différents. Cette différence, en fait, c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Nous avons une chance en tant que communauté africaine, c'est que les jeunes ont une certaine conscience qui fait que nous avons cet esprit d'appartenance à un continent que nous chérissons tous.
Mais par contre, en fait, l'amour, la responsabilité et l'engagement sont des notions qui doivent être redéfinies pour toutes les communautés. Et je pense que quand on aime quelqu'un, ou quand on aime quelque chose, ou quand on aime la communauté et qu'on a envie de servir, je pense que la notion d'engagement et de responsabilité sont les deux concepts que nous aurons en face de nous. Ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'imaginer que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ou overnight, comme on dit, c'est-à-dire tu te réveilles, tout est ok. Non, c'est faux. L'individu est le seul être parmi les êtres que Dieu a créé qui a besoin de bâtir sa maison pour loger dedans. Tout le reste là, vous allez les voir, ils vont se mettre à l'abri en trouvant des abris existants que la nature leur a bien offert. Donc, si nous avons la responsabilité de construire un environnement, je pense que nous avons quelque chose de commun, en commun au niveau de tous les Africains, c'est cette sorte de spiritualité qui nous accompagne. C'est ce besoin de droiture, c'est ce sens d'équité et de dire que nous voulons une Afrique juste, dirigée par des dirigeants justes, qui sont conscients et épris de justice, qui pensent à comment soulager nos populations qui aujourd'hui vivent dans certaines difficultés. Donc cet enjeu de développement, ce n'est pas parce qu'il y a des crimes qu'on doit s'habituer aux crimes en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a la pauvreté qu'on doit s'habituer à la pauvreté. C'est pas parce qu'il y a l'ignorance qu'on doit s'habituer à l'ignorance. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit être vecteur pour dire si j'ai 1, 2 ou 3 personnes qui sont ignorantes autour de moi, j'ai la responsabilité d'apporter de la connaissance à ces gens-là. Donc ça devient un engagement individuel. Et c'est comme ça qu'on accumule des énergies positives qui peuvent avoir la force de l'énergie nucléaire. Je vais finir par cette image qui est très belle. Vous savez que l'énergie atomique, en fait, la bombe nucléaire, là, telle qu'on la voit, tout le monde a peur de la bombe nucléaire. Mais est-ce que vous savez qu'à la base de la bombe nucléaire, l'élément constitutif de la bombe nucléaire n'est pas visible à l'œil nu? On ne peut même pas la voir tellement il est petit. Mais il y a un phénomène, en fait. C'est des atomes qui ne sont pas visibles, mais qui dansent à la même vitesse. Et le fait de bouger à la même vitesse crée une puissance qui se réplique, qu'on appelle la résonance. Et c'est ça qui fait l'énergie atomique. Mais quand vous prenez les atomes individuellement, ils peuvent rien faire, ils sont même pas visibles. Mais quand ils se sont mis ensemble, et ont commencé à danser ensemble, à la même musique, à la même fréquence, ils ont créé un phénomène qu'on appelle la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Belle image. Donc ça vous montre quoi? Ça veut dire qu'une communauté n'a pas besoin d'avoir des hommes forts, d'avoir des superman, non, ou des superwomen. Ce qu'il faut, c'est des gens qui soient conscients qu'en mettant ensemble leur énergie et qu'en travaillant ensemble de manière cohérente, ils sont capables de chambouler et de bouleverser l'ensemble des scénarios de colonisation, de soumission, de coercition qui se présentent à eux. Vraiment, merci. C'est vraiment le message que je veux donner à la jeunesse. Prenez en charge votre continent, il est le vôtre. Effectivement. Prenez en charge vos pays, ce sont vos pays. Appropriez-vous vos communautés et soyez présents auprès des gens que vous aimez et qui vous aiment. Merci beaucoup, Monsieur Diop, pour cette belle intervention de fin. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Mohamed Diop et nous avons parlé de l'impact des nouvelles technologies aujourd'hui. Donc, merci encore, Monsieur, pour avoir accepté l'invitation et vous avez été parfait. On a beaucoup appris, moi et le public qui est là avec moi et tous ceux qui nous regardent. Alors, restez avec nous, c'est sur la Télé-École, la chaîne 100% éducative. On se revoit pour un prochain numéro, pour un prochain jour, un nouvel invité aussi. À bientôt, merci.